Ma première rencontre avec ce nouveau coronavirus, elle a eu lieu le 31 décembre 2019. Donc ça, c'était un peu le dernier jour du monde d'avant. Et j'étais en train de consulter mes mails. Je suis abonné à une liste internet qui s'appelle ProMed et qui envoie à peu près 6 messages par jour à la communauté des infectiologues et des épidémiologistes dans le monde pour relater différents événements à propos d'épidémies en cours, de foyers infectieux qui se déclarent dans un pays ou dans un autre. Et bon, le plus souvent, il s'agit d'agents infectieux qu'on connaît bien, et c'est juste pour apprendre que voilà, il y a un petit foyer qui s'est allumé d'infection au virus Nipah, par exemple, dans le sud de l'Inde. Il y a un autre, on suit comment se déroule l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. On apprend qu'il y a des cas de dengue au Brésil. Donc voilà, ça c'est cette liste qui nous donne ces informations quotidiennement et qui nous permet de nous tenir au courant. Et ce 31 décembre, un des messages a attiré mon attention, mais a aussi attiré l'attention de tous les infectiologues et épidémiologistes du monde, parce qu'on nous raconte que dans la ville de Wuhan, en Chine, dans un marché qui était qualifié un marché de fruits de mer, eh bien, il y avait eu vraisemblablement transmission d'un agent infectieux, on ne savait pas lequel, qui aurait été responsable de 4 pneumopathies, hein, donc 4 infections pulmonaires, hospitalisées, infections pulmonaires qui étaient qualifiées dans le message atypiques. Et ça veut dire pour nous, ça ressemble à de la grippe, mais ce n'est pas de la grippe. C'est comme ça qu'on l'interprète. Et les mots qui ont fait tilt, c'était finalement infection pulmonaire atypique, marché et Chine. Pourquoi? Parce que en 2003, ou plus précisément dans la fin de l'année 2002, exactement la même chose s'était produite à Canton, en Chine aussi, avec autour d'un marché transmission d'infections pulmonaires, là aussi atypiques, et ça avait été le début de l'épidémie de SRAS. Donc voilà, quand on a lu ça, et d'ailleurs il y a dans cette liste internet ce qu'on appelle un modérateur, c'est quelqu'un qui interprète les différents messages, donne un peu de perspective, et le modérateur dit tout de suite c'est étrange ce qui se passe à Wuhan, on est proche d'un marché, on est en Chine, infection pulmonaire atypique, ça nous rappelle étrangement le SRAS, et puis c'était à suivre, parce qu'évidemment on ne parlait que de 4 cas, donc on n'allait pas non plus en faire une montagne. Mais voilà, ça c'était le dernier jour de l'année 2019, et ma première rencontre avec ce nouveau coronavirus. Bon, au début, non, c'était juste un point de vigilance, parce qu'on parlait que de 4 cas, donc on ne savait pas du tout quelle étendue ce foyer, hein, puisque nous on parle au début, quand c'est une petite épidémie, on parle de foyer, hein, ce foyer allait prendre. Alors il y avait plusieurs scénarios possibles, hein. Le premier scénario, c'était, voilà, on est dans un marché avec des animaux vivants, hein, parce qu'on sait que dans les marchés de Chine, on vend des animaux vivants. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'un virus qui est présent chez un de ces animaux peut, ce qu'on appelle, franchir la barrière d'espèce. Ça veut dire qu'il passe de l'animal à l'homme. Et donc être responsable d'une infection chez des hommes. Alors en général, c'est quelques-uns au début. C'est ce qu'on voit ici, hein, 4 cas. Et puis, il est tout à fait possible que ça s'arrête là. Parce qu'un virus qui quitte le monde animal pour arriver chez l'homme, il n'est pas nécessairement adapté à ce qu'on appelle la transmission interhumaine. Et donc, si il ne se transmet pas de personne à personne, on a quelques cas isolés, avec éventuellement des formes qui peuvent être graves, hein, ça c'est vrai, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de risque épidémique si le virus ne se transmet pas de personne à personne. Donc ça, c'était un scénario qui était possible pour nous. Et une des toutes premières questions que l'Organisation mondiale de la santé a posées à nos collègues chinois, c'était: est-ce que vous avez documenté des transmissions interhumaines? Et la façon la plus simple de le faire, c'était de leur demander: est-ce que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui se sont occupés de ces patients dans les hôpitaux de Wuhan se sont infectés eux-mêmes? Parce que si le personnel soignant au contact de ces malades s'infecte, ça veut dire qu'il y a transmission interhumaine. Et les autorités chinoises ont tout de suite répondu non, 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 il n'y a pas eu de transmission interhumaine documentée. Là, on est début janvier.
Donc pour nous, il y avait un scénario possible qui était quelques personnes ont été infectées par un virus un peu bizarre, ça ira pas plus loin, il n'y a pas de transmission interhumaine, c'est triste pour ces personnes, mais voilà, on va voir ce qui va arriver. Peut-être que ça sera juste une infection pulmonaire un peu sévère, mais rien de plus, comme une grippe, quoi. Ou il y a transmission interhumaine, et là, il faut faire vraiment attention, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un démarrage d'épidémie. Donc ça a été la première question qui a été posée tout de suite aux autorités chinoises. La pneumopathie, quand on dit qu'elle est atypique, ça veut dire que c'est pas une pneumonie pulmonaire, enfin pardon, ce n'est pas une pneumonie bactérienne franche, où là, quand on fait la radio, on voit que c'est un segment du poumon qui est touché, et puis on donne des antibiotiques et pof, ça disparaît en quelques jours, la fièvre tombe, ça guérit très vite. Ça, c'est la pneumonie, ce qu'on appelle franche lobaire aiguë du pneumocoque, hein, pour dire la pneumonie bactérienne qui est très facile à identifier simplement par son aspect radiologique. Quand on dit atypique, c'est qu'à la radio, c'est pas à l'évidence bactérien, du coup c'est possiblement viral, et on a des tests qui permettent de voir si c'est la grippe. Donc on teste le patient pour voir si c'est la grippe, et puis le test revient négatif, et du coup on appelle ça une pneumonie atypique parce que c'est pas de la bactérie, c'est pas de la grippe, et à la radio, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble, donc on dit atypique. Alors, l'épidémie de SRAS, l'histoire était un peu différente. D'abord, on est en 2002 quand elle démarre, hein. La Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, hein. 2002, c'était un pays beaucoup plus fermé. Et ce qu'on apprend, pour nous à l'Institut Pasteur d'ailleurs, c'est le consulat de Canton qui nous dit on s'est rendu compte, on est en novembre 2002, que dans des villes chinoises dans la région de Canton, là on parlait de Shenzhen, alors les petites villes chinoises c'est déjà 10 millions d'habitants quand même, hein. Mais bon bref, ça reste des villes chinoises autour de Canton. Il y a dans des hôpitaux des patients qui sont hospitalisés avec, là encore, ces formes un peu atypiques de, qui ressemblent à de la grippe, de pneumonie, hein. Ça ressemble à de la grippe, mais c'est pas de la grippe. C'est des foyers qui se développent dans les hôpitaux. Il y a assez vite 4-5 malades, y compris des gens qui étaient venus pour d'autres raisons et qui sont infectés dans la chambre par un patient qui a cette fameuse infection pulmonaire atypique. Et puis aussi dans le personnel soignant, hein, on apprend que voilà, il y a 2-3 personnes qui sont touchées. Et bon, ça s'est développé dans plusieurs hôpitaux, ça s'est arrêté, c'était des foyers de 5 à 10 personnes à chaque fois. On demande aux autorités chinoises, hein, là c'est toujours le consulat de Canton qui nous parle, de nous en dire plus, et puis ils nous disent non, rien à voir, tout va bien. Donc voilà, ça c'est comme ça que nous on en a entendu parler. Après, l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, elle se tourne aussi vers les autorités chinoises, qui finit par leur dire non, en fait c'est une épidémie de grippe, c'est un virus, influenza B, voilà, ça survient chaque année comme ça, il n'y a pas de raison de vous inquiéter particulièrement. Et tout ça dure pendant novembre, décembre, janvier. Nous, on n'a que des rumeurs, rien de très précis. Mais voilà qu'en janvier, on se rend compte qu'à Canton, vraiment, ça commence à circuler beaucoup plus. Les rumeurs s'amplifient. Et sur l'hôpital de Canton même, on voit bien que les hospitalisations augmentent. Les autorités chinoises nous disent tout va bien, c'est de la grippe. Alors après, ils commencent à nous parler d'autres agents infectieux possibles. On entend parler de chlamydia, on entend parler de mycoplasme. Mais pour nous, ça colle pas par rapport à la description de la rapidité d'évolution de cette épidémie. Et on reste un peu sur notre faim maintenant. On n'en sait rien de plus, et puis ça reste cantonné à la Chine, hein. Et tout bascule le 31 janvier 2003. Il y a un patient qui est hospitalisé à l'hôpital de Canton et qui va infecter plus de 50 personnes. Ça, c'est des événements qu'on appelle de supercontamination, qui étaient caractéristiques de cette première épidémie de SRAS. Et parmi les personnes que ce patient va infecter, il y a un médecin chinois de Canton qui va partir avec son beau-frère faire du shopping à Hong Kong. Il est malade, mais comme il s'est protégé vis-à-vis des patients qui avaient cette pneumopathie atypique, il ne pense pas que ça puisse être cette fameuse pneumopathie qu'ont ces patients de Canton. Et lui, il va à l'hôtel Métropole de Hong Kong. Et dans l'hôtel Métropole, il va infecter 12 personnes en 48 heures.
Et de ces 12 personnes, eh bien, 8 d'entre elles vont partir dans 6 pays différents. Et juste en un week-end de février, le 21 février, cette épidémie qui était cantonnée, alors j'allais dire à Canton, hein, bon, voilà, localisée à Canton, se retrouve dans 6 pays différents, avec de mémoire, il y avait le Vietnam, où là, il y a un businessman franco-vietnamien qui part à Hanoï, et il arrive dans l'hôpital franco-vietnamien de Hanoï, et là, il démarre une épidémie. Il y en a qui partent au Canada, il y en a qui vont en Irlande, il y en a qui vont à Singapour, il y en a qui vont en Chine, il reste à Canton. En gros, et les États-Unis, 6 pays touchés. En l'espace de 48 heures, il nous faut une semaine pour s'en rendre compte. Mais comme maintenant on dispose d'outils de diagnostic beaucoup plus fins, et après on peut faire des séquences des virus, eh bien, quand un peu plus tard, il sera possible de récupérer ces souches de départ et de les séquencer, on se rend compte qu'elles sont toutes venues du même endroit. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstruire cette histoire incroyable autour de l'hôtel Métropole à Canton et de cette contamination qui a fait d'une épidémie, finalement, au début, de multiples foyers dans 6 pays différents, et assez vite une pandémie. Et la différence entre ces deux termes, c'est qu'une épidémie, elle reste généralement localisée sur un pays ou un continent. Une pandémie, c'est quand une épidémie gagne un autre continent, qu'on a au moins 2 continents touchés par l'épidémie. Donc voilà comment bascule la situation à Canton. Et finalement, ça c'était le 21 février. On arrive début mars avec des foyers qui s'allument dans 6 pays différents. Et le 14 mars de mémoire, ou le 12 mars, je ne sais plus très bien, l'Organisation mondiale de la santé déclare alerte mondiale, on a une pandémie qui circule. Donc voilà un peu l'histoire du démarrage de cette pandémie avec le SRAS, qui s'est joué finalement autour de cet épisode de supercontamination d'abord à l'hôpital de Canton et ensuite dans l'hôtel Métropole de Hong Kong. Alors sur le coronavirus du SRAS en 2003, on a eu la chance d'avoir l'Organisation mondiale de la santé à la tête de l'unité qui suivait un peu toutes les maladies transmissibles, hein, et responsable un peu de la surveillance des épidémies, quelqu'un qui s'appelle David Heymann. Et David est un très bon épidémiologiste du Centers for Disease Control d'Atlanta, qui a été posté à Genève et qui avait la direction de cette unité, et qui était quelqu'un de très charismatique, qui a très vite su rassembler les différentes équipes d'épidémiologistes et de virologues du monde entier, et qui était prêt finalement à partager toutes leurs informations avec des conférences téléphoniques hebdomadaires, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore Zoom et tout ça. Mais voilà, on savait quand même, on avait quand même des téléphones, hein, c'était pas si loin que ça. Et David, parce qu'on lui faisait confiance, parce qu'il avait vraiment le charisme donc de quelqu'un qui comprenait la situation, a pu faire travailler les gens ensemble de façon très efficace, parce qu'on a tous compris que ces conférences téléphoniques, eh bien, évidemment, elles avaient de l'importance, on était en confiance et les équipes ont partagé leurs résultats. Alors les virologues, ils ont voulu essayer très vite donc d'identifier quel pouvait être ce nouvel agent infectieux. Les équipes qui ont été en pointe, il y avait Malik Peiris à Hong Kong, parce qu'ils avaient eu les premiers patients de l'hôtel Métropole, hein, donc, qui sont arrivés en février dans les services de Hong Kong, et donc s'y sont mis tout de suite. Il y a eu Christian Drosten, dont on entend parler beaucoup aujourd'hui avec la Covid, hein, qui est ce virologue allemand qui est lui aussi maintenant très en vue. Et Christian, il a bénéficié, entre guillemets, d'une escale à Francfort, d'un avion de la Lufthansa, avec un patient qui arrivait de Singapour et qui se sentait très mal et qui a dû débarquer à Francfort, qui arrive dans l'hôpital où lui il travaillait. Et c'est là où vous avez ce que disait Pasteur, hein, la chance-souris aux esprits préparés. Donc, avec un autre virologue, rien ne se serait passé, mais il se trouve que c'est Christian Drosten qui était dans cet hôpital, et tout de suite, il travaille sur les prélèvements de ce patient et il va mettre la main sur le coronavirus. Et puis, il y a cet effort de collaboration internationale qui demande à tout le monde de partager ces échantillons. Et le laboratoire qui récupérait les échantillons partagés, c'est celui du Centers for Disease Control d'Atlanta, aux États-Unis. Et donc, il y a 3 équipes finalement qui se mettent à travailler pour essayer d'identifier le virus.
À l'époque, on était sur de la microscopie électronique, sur des cultures cellulaires infectées, et puis ils voient sous le microscope cette apparence d'un virus qui fait à peu près 100 nanomètres de diamètre, mais avec cette couronne de spicules, hein, qui sont les protéines de surface. C'est pour ça qu'on les appelle des coronavirus couronnes. Et donc ils se disent c'est un coronavirus. Alors on les connaît les coronavirus parce qu'ils sont dans le monde animal déjà, et puis aussi chez l'homme ils donnent des rhumes, hein, des maux de gorge, des choses très bénignes. C'est ce qu'on appelle les coronavirus saisonniers. Mais au microscope ils ont cette apparence. Et donc ces trois équipes se disent un peu en même temps, après avoir réussi à faire pousser le virus, c'est du coronavirus. Et du coup ils vont chercher avec des cible moléculaire, hein, d'amplifier le génome de ce qui pense être un coronavirus. C'est des méthodes qu'on appelle de la PCR, où on peut, sur un prélèvement là, respiratoire, eh bien, en choisissant la bonne, ce qu'on appelle la sonde, hein, qui va cibler des gènes qui sont propres au coronavirus, amplifier le génome du virus. Et c'est ce que ces trois équipes font. Et elles publient simultanément dans les grandes revues scientifiques qu'on appelle le New England Journal of Medicine et le Lancet, des papiers, et c'est ces trois équipes, hein, qui publient en même temps. Malik Peiris dans le Lancet, Christian Drosten et les Américains du CDC dans le New England Journal of Medicine, début avril, hein, vers le 11 avril je crois, les papiers qui montrent que les trois, hein, je pense qu'ils se sont coordonnés, hein, d'ailleurs pour le faire, ont identifié le même coronavirus. Ça donne beaucoup de poids à leur découverte. Et puis, ils donnent des tests qui permettent voilà, de diagnostiquer finalement ces nouveaux coronavirus. Donc tout ça est fait de façon très coordonnée. Et dans le même temps, toujours sous la houlette de David Heymann à l'OMS, eh bien, les épidémiologistes partagent leurs données et décrivent tous les éléments essentiels de la compréhension de la dynamique de transmission de ce virus. Et ces éléments, assez vite, on va voir qu'il y a une incubation qui peut durer jusqu'à 14 jours maximum, mais qui est en médiane d'à peu près 7 à 10 jours sur l'apparition des symptômes. On va voir que la période où les gens sont contagieux est assez tardive, curieusement. C'est 4 jours après avoir commencé à tousser et avoir de la fièvre que les patients sont contagieux. Et ça, vous allez le voir, ça va être très important dans la gestion de cette épidémie. Et puis, on apprend aussi qu'il y a ces événements de supercontamination dans des hôpitaux où il y a des patients qui, très contagieux, vont infecter des dizaines de soit personnes à côté d'elles, qui peuvent être d'autres malades, ou de leur famille, ou des personnels soignants, et que la gestion de l'épidémie dans les hôpitaux va être très compliquée. Et puis on commence à avoir les premières données sur ce qu'on appelle le taux de létalité, c'est la proportion de personnes qui vont décéder une fois infectées. Et là, on se rend compte que à peu près 10% des personnes qui sont infectées vont décéder, mais que ça augmente beaucoup avec l'âge. Plus on est âgé, plus on est à risque de décéder. Donc ces premiers éléments épidémiologiques sur voilà, un virus transmis par voie respiratoire, hein, avec notamment la toux chez des gens qui ont depuis 4-5 jours des symptômes, cette durée d'incubation qui peut aller jusqu'à 14 jours, hein, la durée entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous développez des symptômes, le fait que la plupart des personnes font des formes très symptomatiques, et puis une létalité élevée, hein, 10% des personnes infectées meurent, seront les premiers éléments que les épidémiologistes partageront entre eux et qui permettront de construire des modèles mathématiques pour des prédictions. Donc voilà, tout ce travail des virologues et des épidémiologistes partagés dans ces conférences calls hebdomadaires et qui nous a permis d'avancer quand même vite sur la compréhension de ce virus. À l'époque, hein, quand il s'agissait de vraiment travailler au contact des patients, c'était vraiment le carnet à spirale et le stylo. Hein. On n'avait pas encore les tablettes même pour enregistrer. Aujourd'hui, on enregistrerait les données sur notre ordinateur portable et les tablettes, mais à l'époque, c'était vraiment le stylo, carnet à spirale, un petit carreau, et on arrive. Alors, on va interviewer les patients. On va les voir, on se protège évidemment, parce que c'est des gens qui peuvent être très contagieux, et on leur demande... est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous suspectez quand vous avez pu vous infecter? Est-ce que vous avez été au contact de quelqu'un qui avait de la fièvre et de la toux dans les jours qui précèdent? On remonte jusqu'à 14 jours et on prend toutes les informations là-dessus. Puis après, on leur dit vous-même, quand est-ce que vous avez commencé à être malade? Quels ont été vos premiers symptômes? Avec qui est-ce que vous avez été en contact à partir du moment où vous avez eu des symptômes, voire un peu quelques jours avant? Et on prend des informations là-dessus. Et puis on prend le nom de la personne, son adresse, son téléphone, etc.
Et après, on va contacter cette personne, on lui demande, bon déjà, isolez-vous, hein, vous avez peut-être été infecté par quelqu'un qui a eu cette nouvelle maladie, hein, qu'on appelle le SRAS. Et puis pendant 14 jours, vous surveillez votre température 2 fois par jour, et puis si vous avez la moindre température, vous nous passez un coup de fil, et on vient vous voir, et on vous aide pour votre prise en charge. Et c'est cette enquête de terrain, hein, qui consiste à dire avec qui avez-vous été en contact et qui a pu vous infecter, et qui est-ce que vous avez vous-même rencontré depuis que vous êtes malade ou au moins 48 heures avant le début de vos symptômes, qu'on reconstruit ce qu'on appelle ces chaînes de transmission. Et ces chaînes de transmission, elles nous permettent déjà, d'avoir le suivi de l'épidémie, et puis aussi de voir finalement combien de personnes chaque malade va infecter. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le nombre de reproduction, le nombre de cas secondaires par personne infectée. Vous savez, ce R, hein, qu'on voit partout maintenant par rapport au suivi de l'épidémie. Et vous comprenez bien que quand le R il est inférieur à 1, eh ben, l'épidémie elle va s'arrêter, hein. Si chaque personne en infecte moins d'une, ça va s'arrêter. Mais quand le R il est supérieur à 1, au contraire, l'épidémie est en croissance. Et pour le SRAS de 2003, assez vite, on voit que le R est en 2 et 3, entre 2 et 3. À peu près d'ailleurs ce qu'on a pour le nouveau coronavirus, mais c'est un peu les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est ces informations-là qu'on va recueillir. On arrive comme ça à reconstruire le R. On arrive aussi à savoir quand les gens sont contagieux. Parce qu'on se rend bien compte que toutes les personnes avec qui les malades ont été en contact avant d'avoir des symptômes, ils ne sont pas des cas eux-mêmes. On se rend même compte que c'est seulement après, et ça c'est une étude de Singapour qui a été la première à le montrer, c'est seulement 3-4 jours après le début des symptômes que les malades ont finalement contaminé d'autres personnes. Et ça va être fondamental pour le contrôle de l'épidémie. Parce que quand on s'est rendu compte de ça, on a vu que l'isolement des patients allait être efficace. On avait finalement 3 à 4 jours entre le moment où les malades commençaient à avoir de la fièvre et à tousser pour les isoler avant qu'ils aient contaminé quelqu'un d'autre. Et c'est grâce à ça qu'on a arrêté le SRAS. C'est vraiment parce que ce virus ne se transmettait que 3 à 4 jours après le début des symptômes, et également parce que toutes les personnes infectées faisaient des symptômes. Il n'y a pas eu de gens qui étaient infectés sans montrer de symptômes. C'est grâce à ces 2 caractéristiques qu'on a pu stopper le SRAS et que l'isolement a été efficace. Mais ça a commencé avec le carnet à spirale, le stylo-bille, on écrit, le téléphone, on appelle, on isole, on enquête et on réunit toutes ces informations. À l'époque, c'était des fichiers qu'on avait localement et le partage était plus laborieux, hein. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour partager l'information et les données. Donc voilà, on travaillait comme ça avec des tableaux Excel un peu sécurisés. Mais en revanche, les informations, oui, on les partageait. Et puis assez vite, on essayait de publier nos résultats. Mais ça prend un peu de temps, hein, la publication, pour faire un travail rigoureux d'écriture. Puis c'est revu par des collègues qui s'assurent de ce que vous racontez est scientifiquement solide. Donc ça prend du temps et c'est pour ça que ces fameux coups de téléphone avec David Eman, où on échangeait informellement tout ce qu'on avait pu recueillir comme données et résultats, a permis d'avancer beaucoup plus vite dans le contrôle de l'épidémie en attendant que les publications sortent dans les journaux scientifiques parce que ça prenait trop de temps. Alors en fait, c'était assez contre-intuitif. Dans la grippe, c'est pas du tout ça, hein. La grippe, on est contagieux un peu avant le début des symptômes, mais pour la plupart des maladies virales respiratoires, la contagion démarre avec les symptômes. En revanche, ce qui a renforcé cette constatation épidémiologique, ça a été quand on a mesuré les concentrations de virus dans les prélèvements. Et donc, chez les patients hospitalisés, on faisait des prélèvements tous les jours et on prélevait tout, hein, c'est-à-dire des crachats, de l'aspiration donc nasopharyngée, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, là, le tube dans le nez, dans la gorge, de la salive, on prenait des urines, on prenait des selles, on prenait du sang, on prenait tous les fluides biologiques possibles, et on recherchait le virus. Et on s'est rendu compte que la concentration de virus, finalement, elle grimpait lentement, et elle devenait maximale entre 4 et 10 jours après le début des symptômes. Et puis après, elle redescend. Et c'est ça qui, quand on mettait d'un côté des faits épidémiologiques et de l'autre côté les constatations de concentration de virus dans les prélèvements biologiques, qui nous a fait dire ça doit être vrai cette histoire. Et puis de toute façon, on voyait bien que l'isolement marchait. Donc à la fin, c'était la preuve par l'action finalement que ces déductions tirées d'observations épidémiologiques et virologiques étaient valides.
Et ça, c'est très important, hein. C'est toujours d'avoir des faisceaux différents pour regarder un même phénomène scientifique et puis d'avoir cette convergence qui, quand même, nous renforce dans nos convictions parce que chacune de nos méthodes a ses biais. Et du coup, elle peut être prise en défaut, mais quand plusieurs approches différentes convergent, là, on se dit on doit être dans le vrai. Quand ce nouveau coronavirus est arrivé, hein, le SARS-CoV-2, on a suivi un peu son évolution et pour reprendre l'histoire, après ce premier communiqué sur 4 patients, il y a eu le 10 janvier, coup de tonnerre, des collègues scientifiques chinois publient sur un site partagé la séquence complète d'un nouveau coronavirus. 33 000 bases. Euh, on s'y attendait pas du tout. D'abord, c'est d'avoir réussi en 3 semaines à faire la séquence complète d'un nouveau virus, c'est quand même une prouesse technologique. Et puis, on a la confirmation qu'on est face à un nouveau coronavirus. C'est un bêta-coronavirus, hein, comme le SARS-CoV-1, celui de 2003. Ils sont d'ailleurs, alors de mémoire, je dirais à 80% identiques, mais je me trompe peut-être, hein, mais c'est l'ordre de grandeur, hein, en gros. Et puis, du coup, ça confirme l'histoire que oui, le marché animal, ça doit avoir un lien avec l'émergence de ce nouveau coronavirus, parce que c'est des virus qui vivent volontiers dans le monde animal. Et puis cette séquence complète, elle permet tout de suite de faire, d'une part, d'un point de vue très pratique, les tests diagnostiques qui permettront à toutes les équipes dans le monde entier de tester les patients qui arriveront dans les hôpitaux avec une suspicion d'infection par ce nouveau coronavirus. Et ça, c'était très important pour la gestion de l'épidémie à l'échelle mondiale, hein, que la séquence ait été mise en ligne. Puis toutes les équipes de recherche, elles se sont immédiatement commencé à utiliser cette séquence pour, par exemple, reconstruire des éléments clés du nouveau virus, parce que la séquence permet de prédire la conformation du virus. Et par exemple, la partie de la séquence qui code pour cette protéine de surface, la spicule qui fait le coronavirus, qui est finalement cette protéine, celle qui va s'attacher sur les récepteurs cellulaires de l'hôte humain, eh ben, elle est clé dans la façon, l'interaction que le virus va avoir avec l'homme. Donc, sur la base de la séquence, tout de suite, les chercheurs ont reconstruit la spicule, et puis ils ont tout de suite pu dire, cette spicule, comme le coronavirus de Chine de 2003, elle va s'attacher sur le fameux récepteur qu'on appelle ACE2, ACE2, des cellules de ce qu'on appelle l'épithélium, hein, la muqueuse respiratoire humaine. Et donc ça nous donnait l'idée de quel serait le point d'entrée dans la cellule et donc quelle serait probablement la distribution du virus selon les organes du corps humain, puisque on sait où sont distribués ces fameux récepteurs pour ce coronavirus. Et c'est pas le même récepteur, par exemple, que le coronavirus qui circule dans les pays du Golfe, hein, qui est responsable d'une maladie qu'on appelle MERS, hein, le Middle Eastern Respiratory Syndrome. Donc c'était pas gagné d'avance que ce serait à nouveau un récepteur ACE2. Et c'est ça qui est important, hein, parce que voilà, grâce à ça, on a à la fois une recherche assez fondamentale qui démarre sur l'interaction du virus avec son hôte humain, et puis des choses très très pratiques sur, on fait des tests pour pouvoir diagnostiquer dans les hôpitaux. Donc ça démarre très vite. Et à ce moment-là, on se dit, dis donc, nos collègues chinois, ils n'ont pas chômé, hein. C'est quand même parti, ils ont eu les premiers cas à la mi-décembre et ils nous sortent déjà le virus 3 semaines plus tard, chapeau. En revanche, on était frustrés parce qu'on voulait avoir plus d'informations sur la dynamique de l'épidémie, et là, les autorités chinoises nous donnaient très peu de choses. Le 12 janvier, 2 jours après la séquence, on apprend que ce n'était pas 4, mais 41 patients, mais là encore, tous en contact avec, quasiment tous, hein, tel que le communiqué le disait, toujours sur la liste PROMED, quasiment tous en contact avec le marché, et puis on n'a pas de transmission interhumaine, c'est ce que nous dit le communiqué. Et on se dit, bon, d'accord, ça veut dire 41 personnes ont été au contact d'un même animal, mais il n'y a pas eu de transmission de personne à personne. Et puis les choses s'emballent. Les choses s'emballent parce que le 13 janvier, donc le lendemain, on a une Chinoise qui arrive à l'aéroport de Bangkok en Thaïlande, et la caméra thermique repère une fièvre. On hospitalise cette personne qui arrivait de Wuhan de Chine, et on lui trouve une infection par le nouveau coronavirus. Et puis 3 jours plus tard, c'est un homme qui débarque au Japon, et là aussi, caméra thermique, hop, hôpital, bing, nouveau coronavirus. Et on se retourne vers les autorités chinoises et on leur dit, attendez, là,
vous avez 41 personnes qui sont infectées dans un marché à Wuhan, et il y en a déjà 2 qui sont diagnostiquées en Thaïlande et au Japon. C'est pas possible. Ou alors les gens qui vont dans le marché de Wuhan, c'est des grands voyageurs. Et nos collègues qui font de la modélisation mathématique de l'Imperial College à Londres, eh bien très vite, ils calculent à partir du flux de transport aérien de Wuhan vers les autres capitales asiatiques, d'Asie du Sud-Est notamment, et puis du Japon, et ils disent, pour qu'on ait déjà 2 cas diagnostiqués, il faut qu'il y ait au moins 1700 personnes infectées à Wuhan, avec une fourchette qui va de 500 à 4000. Et donc là, c'est une équipe très réputée à Londres qui fait ce calcul. Nous, c'était le bon sens qui nous disait, il y a un truc qui se passe, quoi. Ça ne peut pas être 41 personnes et déjà 2 exportations. Mais là, il y a des chiffres qui tombent. Et les autorités chinoises, un peu embarrassées, le lendemain nous disent, en fait, on a 50 patients de plus. Puis le surlendemain, il y en a 100. Alors là, on est le 19 janvier. Et puis la pression monte sur les autorités chinoises. Et le 20 janvier, un pneumologue, le docteur Zhong, très réputé, qui était celui qui avait travaillé sur le coronavirus du SRAS en 2003, et vraiment, tout le monde le connaît. Il arrive devant la télévision chinoise, CCTV, et il dit il y a une épidémie beaucoup plus importante à Wuhan, et il y a des personnels soignants infectés. Ils sont 16 à avoir été infectés. Et là, tout de suite, le tabou est levé. On sait qu'il y a la transmission interhumaine, on sait qu'il y a une épidémie plus importante. Et d'ailleurs, 3 jours plus tard, les autorités chinoises vont mettre sous cloche Wuhan, et le lendemain, la province de Hubei, 50 millions de personnes. Alors là, on comprend que ça ne peut pas être pour 41 personnes qui ont fréquenté le marché de Wuhan qu'on va mettre une province de 50 millions de personnes en isolement complet. Ça n'était jamais arrivé depuis la grippe espagnole, qui est des isolements et jamais même de cette ampleur pour la grippe espagnole. Donc on se dit, il y a quelque chose de très très grave en Chine. On a été un peu mené en bateau. Ils nous ont envoyé la séquence, ça c'était très bien, mais alors sur les données épidémiologiques, vraiment on n'a rien pu apprendre. Et puis bon, l'épidémie s'emballe à l'échelle planétaire. Tout de suite, pendant le mois de fin janvier, le lendemain, c'était les 3 premiers cas en France qui arrivaient, 24 janvier. Et puis on apprend au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour. Il y a des cas à Taïwan, des cas qui se déclarent, des foyers tous un peu maîtrisés. Mais ça y est, l'épidémie, elle est partie. On est fin janvier, début février. L'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Ça y est, on sait qu'on est dans une crise mondiale. Et puis, en France, c'est un peu le moment un peu bizarre où tous les cas qui sont arrivés en France ont été finalement isolés immédiatement, et puis il n'y a pas eu de cas secondaires. C'était les 6 premières importations fin janvier. Il y a eu le foyer des contamines en Savoie, où là, il y a un Britannique qui revenait de Singapour, qui est dans un chalet, infecte 6 personnes, et lui, il part en Grande-Bretagne. On isole tout le monde, ça s'arrête. Et puis là, grosse traversée du désert. On se dit, ça va nous tomber dessus, on ne sait pas d'où. Il y a des foyers partout en Asie. Ils sont contrôlés, mais forcément, ça déborde. D'ailleurs, la dernière fois, ce n'était pas quelqu'un qui venait de Chine qui a amené le virus, c'est quelqu'un qui venait de Singapour, ce Britannique. Donc ça va nous tomber dessus, mais on ne sait pas où. Et puis finalement, il faut attendre le 25 février. Le 25 février, on apprend le décès d'un enseignant d'un collège à la Pitié-Salpêtrière. Le collège, il était à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Et en une semaine, tout bascule. Tout bascule parce qu'on a un foyer découvert dans l'Oise, parce qu'on apprend qu'il y a eu un rassemblement évangélique à Mulhouse entre le 17 et le 22 février où des centaines de personnes se sont infectées, et ces personnes arrivent dans les hôpitaux du Grand Est, Colmar, Mulhouse, Strasbourg. On apprend que le nord de l'Italie est dans un état catastrophique. Les hôpitaux sont pris d'assaut par des patients, les réanimations sont débordées. On apprend qu'en Iran, il y avait une épidémie beaucoup plus importante qui avait été cachée, parce que des patients sont diagnostiqués au Canada et au Liban. Et puis, on apprend que dans le nord de la Corée, à Daegu, là aussi, après un rassemblement évangélique, une épidémie qui touche 5000 personnes se déclenche. Donc ça, c'est le moment où la France et l'Europe et le reste du monde basculent, avec en Europe le foyer italien, Espagne et France. Et puis, les 15 premiers jours de mars, les réanimations de Grand Est de la France et de Paris qui sont prises d'assaut par des patients, et le confinement qui est décidé le 17 mars. Donc ça, c'est le moment où vraiment tout a basculé pour nous, et ça allait extrêmement vite. Après une période de calme très étrange où on était inquiet du mois de février, sur la fin février, tous les foyers qui démarrent en même temps.
Alors pour revenir sur ce qu'on a appris du virus entre-temps, et c'était important, il y a deux choses qui font que cette épidémie est devenue hors de contrôle, à la différence du SRAS. La première, c'est que les patients peuvent être contagieux avant le début des symptômes. Et ça, on l'a appris par une première publication de nos collègues allemands le 1er février. Je l'ai dit, les Chinois ont très peu communiqué sur l'épidémiologie. On n'a rien appris finalement des modes de transmission des publications chinoises. Mais les Allemands, ils nous racontent une histoire très claire où une femme chinoise qui participait à une réunion de travail en Allemagne va infecter, alors qu'elle n'avait pas de symptômes, un de ses collègues allemands, qui lui va infecter, alors qu'il n'avait pas de symptômes, deux autres personnes. Et ça, c'est publié dans le New England Journal of Medicine le 1er février. Et là, on se dit tous, aïe, ça ne va pas être comme le SRAS. Il y a une transmission possible par des gens qui n'ont pas encore des symptômes. Du coup, l'isolement va beaucoup moins bien marcher parce que les gens peuvent être contagieux avant le début des symptômes et cette épidémie va être beaucoup plus difficile à contrôler. Et puis, il y a d'autres publications qui arrivent et qui nous disent il y a même des personnes qui ne développent jamais de symptômes. Et puis, il y en a, ils font des formes vraiment mineures de la maladie. Ils vont avoir un petit peu le nez qui coule, mal à la gorge, un peu de courbature, mais rien de plus. Et du coup, si des gens peuvent se balader sans symptômes ou avec des symptômes mineurs et transmettre, là aussi, ça va être très difficile à contrôler. Donc, c'est vraiment ces deux caractéristiques, la transmission avant le début des symptômes, ou même des formes mineures, voire totalement sans symptômes de la maladie, qui nous ont fait comprendre courant février, mais ça s'est construit en un mois, parce que la première publication, on la regarde, on se dit, est-ce que c'est un truc complètement anecdotique ou est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ? Mais voilà, dans le mois de février, les publications arrivent du Vietnam, elles arrivent commencent à arriver de Chine aussi un petit peu, mais par des oui-dire. Et là, on comprend que ça y est, on a une situation qui va être beaucoup plus difficile à contrôler. Et c'est le moment où d'ailleurs le pays chez nous bascule et on est obligé de confiner parce qu'il faut arrêter l'afflux des patients, on ne peut rien faire d'autre. Donc là, les épidémiologistes, j'ai envie de dire, ils ont été un peu pris de vitesse. On n'a pas réussi à suffisamment anticiper et comprendre. Et c'est ce qui fait que quand l'épidémie a flambé, on n'a rien pu faire d'autre que de dire aux gens n'ayez plus de contact les uns avec les autres parce qu'on ne sait pas comment arrêter. Et n'ayez plus de contact, c'est quoi ? Restez confinés chez vous, quoi. C'est vraiment une forme d'échec. Mais voilà, il se trouve que c'est allé trop vite. Et sur le territoire français, jusqu'au 25 février, tout a été maîtrisé relativement facilement par des isolements. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer ? J'ai envie de dire peut-être, on n'a pas été aidé par une mutation du virus, parce que on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle forme du virus qui est arrivée en Europe fin février, début mars, avec une mutation sur un site qui est associé à cette fameuse protéine de surface, la spicule, et que nous, dans notre jargon, on appelle D614G, parce qu'il y a eu un changement d'acide aminé qui est dû à une mutation sur une des bases du génome, et qui fait que sur la conformation de cette protéine de surface, un acide aminé a changé, et ces nouveaux virus, le D614G, semblent effectivement plus transmissibles. La taille des clusters associés à ce virus est plus importante. Partout dans le monde où ce virus est arrivé, il a remplacé les autres, à deux exceptions. Et là, quand je dis partout, c'est des centaines d'introductions où il y avait un autre virus présent et ce virus a remplacé. Donc ça veut quand même dire qu'il était plus apte à se transmettre. Et puis quand on regarde dans le tube à essai, dans des cultures, etc., ce virus, il infecte beaucoup mieux les cellules. Donc il se peut que cette arrivée d'un nouveau virus ait précipité un peu la donne. Et dans l'épidémie de SRAS de 2003, on avait noté deux mutations aussi qui avaient été associées à une augmentation de la virulence et de la transmissibilité du coronavirus de 2003. Voilà, après, on peut réécrire l'histoire, on saura peut-être qu'à posteriori, on sera capable de vraiment tout maîtriser, mais là, on a eu des événements qui font que l'épidémie s'est emballée et est devenue ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, d'abord dans le recueil des données, on a beaucoup plus d'outils. Grâce à Internet, on peut partager les bases de données. Donc il y a une équipe d'Oxford, par exemple, qui a fait un inventaire de tous les malades qui étaient rapportés dans les publications scientifiques, mais également dans les articles de journaux, dans des rapports qui n'étaient pas destinés à être publiés.
Et cette base de données, elle est ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique. Et tout le monde peut aller et travailler dessus et essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Il y a des équipes qui se sont créées, évidemment des groupes, WhatsApp et autres, pour échanger leurs informations et qui sont très actives sur la modélisation notamment pour que tout le monde progresse ensemble et partage à la fois ses modèles et puis les résultats qu'ils obtiennent. Il y a ce nouveau système qu'on appelle les préprints où on peut publier sans attendre que les articles soient revus par ce qu'on appelle nos pairs, nos collègues, parce que ça ralentit quand même le processus de publication. Et dans une crise comme celle-là, il faut publier très vite. Donc on publie dans ce qu'on appelle un préprint, on met son papier, il est disponible à l'ensemble de la communauté scientifique qui peut le critiquer en direct, parce que ces papiers ne sont pas complètement affinés, on envoie le matériel un peu brut, parce qu'on veut le partager. Et puis en même temps, on travaille sur la publication scientifique qui, elle, prendra plus de temps et sortira dans les journaux 2 à 6 mois plus tard, après avoir été peaufiné, avoir bénéficié du commentaire des collègues et tout. Mais voilà, cet accès est très important. Il y a des échanges d'informations sur Twitter. Moi, je travaille sur Twitter maintenant. Le matin, je me réveille, je suis 35 personnes qui sont des virologues, des épidémiologistes, des immunologues, des infectiologues, des zoologistes, enfin des gens de plein de disciplines différentes. Et je lis ce qu'ils ont posté. C'est eux qui font la veille scientifique pour moi. Ils lisent les articles et ils commentent les articles dans leur discipline, beaucoup mieux que je pourrais le faire parce qu'ils sont spécialistes. Mais ça me permet de récupérer cette information. Et c'est tous ces outils finalement qui nous permettent déjà de partager les connaissances. Dans le recueil des données, dans l'utilisation des données, par exemple, il y a un très beau papier est sorti dans la revue Nature il y a 15 jours sur l'analyse de 93 millions d'Américains à travers les données de leur téléphone mobile, téléphone portable, et qui permettent de voir les lieux qu'ils ont fréquentés et qui sont associés avec les risques d'infection. Et de cette analyse vraiment gigantesque, sur 2 mois, 93 millions d'Américains sur 10 villes américaines, il ressort que les bars, les restaurants, les lieux où on pratique du sport en intérieur et les lieux de rassemblement religieux sont 4 endroits qui ont vraiment contribué à la transmission du virus aux États-Unis entre mars et mai. Et les commerces, finalement, peut-être moins que ce qu'on redoutait. Mais voilà, ces données sur les téléphones portables et finalement le suivi des personnes, c'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. D'autres données intéressantes sur lesquelles on travaille actuellement sont les données météorologiques, parce qu'on se rend compte qu'avec ce virus qui est un virus respiratoire, les conditions météorologiques, comme on sait bien, tous les virus respiratoires, ils se transmettent l'hiver, elles peuvent influer. Elles influent parce que les gens se réunissent en intérieur quand il fait froid, mais peut-être aussi parce que le virus est plus résistant quand il fait froid et à certains niveaux d'humidité. Donc voilà, c'est d'autres données sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Et tout ça est maintenant partagé sur des bases de données gigantesques en accès libre. Donc il y a une mutualisation des efforts qui est assez remarquable. On commence un petit peu à... Ce qu'on voit bien se dessiner, c'est la densité populationnelle, c'est clair. À un niveau micro, la mobilité va jouer aussi. C'est cette étude dans les villes américaines où les déplacements des gens vers les commerces, etc., permet de voir comment le virus a pu circuler. Il y a, mais vraiment, densité populationnelle, c'est un facteur très très important. Et ça, c'est vrai pour toute maladie qui est due à des contacts, puisqu'on sait que ce virus, maintenant, respiratoire, il se transmet en contact étroit. Alors, à la différence du SRAS, ce que la biologie nous a appris, c'est que c'est un virus qui est dans la gorge. Le SRAS de 2003, il était au fond des poumons et les gens étaient contagieux 4 jours après parce qu'il fallait que le virus se multiplie dans les poumons et quand on toussait, on commençait à expulser du virus et on devenait contagieux. Avec celui-là, le virus, il est dans la gorge. Les concentrations sont 1000 fois supérieures dans la gorge que ce qu'on avait avec le SARS-CoV-1 de 2003. Et du coup, ça explique que comme on a des concentrations très fortes dans la gorge, on puisse être contagieux simplement en parlant. Alors il y a des postillons, comme pour le SRAS, mais il y a aussi ce qu'on appelle des aérosols, parce qu'il y a une telle concentration de virus dans la gorge qu'en parlant, on émet des particules très fines qui flottent dans l'air, on appelle ça des aérosols, et parce que la concentration de virus est très élevée, ces particules très fines peuvent contenir du virus qui reste en suspension. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que d'abord on pouvait être contagieux très tôt, parce que le virus il n'a pas besoin de descendre jusque dans les poumons pour arriver en concentration importante et qu'on devienne contagieux. On devient contagieux 48 heures avant le début des symptômes.
Et on peut être contagieux en parlant, on peut être contagieux surtout en chantant, en criant, en émettant non seulement des postillons, mais des particules plus fines qui restent en suspension. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un masque déjà pour protéger l'entourage, c'est très important, et qu'en milieu confiné, le masque serait important aussi parce qu'il peut rester en suspension du virus dans l'air si quelqu'un, en période pré-symptomatique, était présent à côté de vous. Et puis, il faut ouvrir les fenêtres. Ça, c'est vraiment pour diluer ces aérosols. Et parce que quand même il y a des postillons, il est important aussi de garder cette distance physique d'au moins 1 mètre et puis de bien nettoyer les surfaces et de bien se laver les mains parce que c'est les surfaces contaminées par les postillons qui peuvent contaminer les mains et après vous touchez votre visage et vous vous infectez. Donc ça, tout ça on l'a bien compris maintenant, mais c'est une maladie de contact et parce que c'est une maladie de contact, il faut éviter les grands rassemblements, surtout en milieu confiné. Et puis les zones très densément peuplées vont être des zones aussi où les contacts sont plus fréquents et où les risques de transmission sont plus importants. Alors ça, c'est maintenant bien enregistré et se rajoutent après les données comportementales qui font que voilà, on s'infecte plus ou moins. Et je pense que des pays comme la France où la famille, les amis, le repas joue un rôle si important et le repas c'est le moment où on enlève son masque, ça va être des moments de contamination qui sont forts. Donc là, il y a un peu de comportement qui se rajoute à la densité. Il y a des pays qui ont des traditions un peu différentes et où les contacts sont moins directs et du coup, le risque est plus faible. Évidemment, en Asie, où le port du masque est beaucoup plus généralisé, ils ont été protégés plus tôt. Et puis, après, il y aura peut-être un facteur climatique qu'il faudra prendre en compte parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des pays où le virus a très peu circulé, en Asie du Sud-Est notamment, Cambodge, Laos, même la Thaïlande, la Birmanie, qu'on appelle Myanmar aujourd'hui, sont des endroits où ça a très peu circulé. Et l'Afrique, on a l'impression aussi que le virus a moins circulé. Ce qui a pu aider aussi là-bas, c'est que les populations sont plus jeunes. Or, c'est un virus qui est, comme pour le SARS-CoV de 2003, va être beaucoup plus dangereux pour les personnes âgées, notamment à partir de l'âge de 60 ans, et la mortalité augmente beaucoup et est très très forte chez les 80-90 ans. Et dans les pays d'Afrique et beaucoup de pays à ressources limitées où les populations sont beaucoup plus jeunes, l'impact de l'épidémie a été quand même beaucoup moins fort et ça peut aussi l'expliquer. Alors, en 2003, parmi les 20 premiers patients, il y en avait 9 qui travaillaient soit dans des restaurants, soit dans les marchés de canton, ou des grandes villes chinoises qui avaient été concernées par les premiers cas. Donc 9 sur 20. Et ça, tout de suite, ça a mis la piste sur un animal. Et le fameux Malik Peiris dont je parlais, et Guanyi, qui est un de ses collègues chinois de Hong Kong, ils sont allés dans les marchés de canton, ils ont échantillonné les animaux et ils ont retrouvé dans la civette le coronavirus qui était identique à celui qu'on retrouvait chez l'homme. Et la civette, elle est consommée dans les restaurants de canton, c'était un plat très prisé. Et du coup, ils ont fait des élevages de civettes en Chine dans les années 90 et 2000 pour satisfaire une clientèle de Chinois qui était de plus en plus fortunée parce que la Chine s'enrichissait. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui pouvaient se payer une civette, ça coûte cher, dans les restaurants de cuisine exotique de canton. Donc, ces marchés de civettes ont permis la prolifération du virus qui est arrivé après dans les marchés, qui est arrivé dans les restaurants et qui infectait les cuisiniers, les serveurs et les clients des restaurants. Et ça a été très bien montré pour le SRAS de 2003. Pour ce coronavirus-là, on ne sait pas. Et on sait aujourd'hui que ce coronavirus, il se répand très bien chez les animaux proches de la civette. Ces petits animaux à fourrure, les mustélidés, ces petits carnivores, comme le furet, qui est un très bon modèle de la grippe, mais qu'on infecte facilement avec ce coronavirus, comme les blaireaux, les chiens vivérins, les ratons laveurs, et puis maintenant les visons. Vous avez vu les épidémies dans les visons de Danemark, de Suède, des Pays-Bas, et puis maintenant il y a un élevage de visons qui est infecté en France. C'est tous les mêmes animaux. Et ces animaux à fourrure, ces petits mustélidés carnivores, pour moi, c'est là que le virus se baladait. Ça n'a pas été le pangolin qui a été un temps suspecté, mais qui a été innocenté depuis. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le vison et au-dessus, il y avait une chauve-souris, comme pour le SRAS de 2003. Le réservoir un peu lointain, c'est la chauve-souris. Après, et pour ce nouveau coronavirus, il y a une chauve-souris qui a un génome qui est à 96% identique au coronavirus qui infecte les humains. Le problème, c'est que les 4% qui changent, c'est les 4% qui codent pour cette fameuse partie de la protéine de surface qui s'accroche sur le récepteur humain. Donc le coronavirus de chauve-souris, il ne peut pas infecter l'homme. Et ces changements, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont eu lieu. En revanche, on voit bien que les coronavirus des visons, par exemple, ils sont très bien adaptés aux récepteurs des cellules des visons.
on a infecté les visons et les visons nous l'ont rendu. Donc le coronavirus circule très bien l'un à l'autre, donc ça veut dire qu'on a les mêmes récepteurs, hein. C'est un peu comme ça que la civette est devenue l'hôte intermédiaire, parce que le récepteur ACE2 de la civette, il suffisait de 2 mutations pour un virus adapté au récepteur de la civette pour devenir infectant pour l'homme. Donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les visons. Et là, il y a du ping-pong qui se fait avec les virus, et il y a un animal très vraisemblablement de cette famille qui a fait le lien entre la chauve-souris et l'homme, et on ne sait toujours pas lequel. Et puis c'est passé, pour moi, c'est très vraisemblablement passé de l'animal à l'homme, comme toutes les fameuses zoonoses, hein, qui sont des virus de l'animal qui transmettent chez l'homme. Je ne crois pas trop à l'histoire de... Certainement pas au virus fabriqué, parce que ça se verrait, hein, sur le virus lui-même. Donc, mais l'accident de laboratoire avec un virus de chauve-souris, le virus de chauve-souris, il n'est pas adapté à l'homme. Donc je pense beaucoup plus naturellement que, comme pour toutes ces maladies virales qui nous arrivent des hommes, il y a eu un réservoir animal qui l'a transmis à l'homme. Et ce serait intéressant de savoir lequel, parce qu'après, il faut prévenir le retour du virus chez l'homme, hein. On a empêché le retour du SRAS en laissant les civettes vivre paisiblement dans leur habitat sauvage et en arrêtant de les élever en ferme et de les manger dans le restaurant. Et si on apprend que c'est le vison, pour les manteaux de fourrure, il faudra trouver autre chose, hein.